Mesdames et messieurs, parce qu'il se fait tard, vous me permettrez de ne pas être aussi exhaustif que l'a été mon ami et collègue professeur Kobiané et d'aller directement au résumé des quelques propos que j'ai entendus et ensuite d'indiquer ce qui me semble être la voie à suivre qui se dégage des propos des uns et des autres. J'étais chargé particulièrement d'être le rapporteur pour la session dite des perspectives des partenaires au développement, une session au cours de laquelle il y a eu 9 intervenants, M. Johan Meyer de l'ambassade de Norvège au Mali, M. Christophe Rockmore de l'unité de développement humain de la Banque mondiale, M. Ali Eyegeye de la Banque africaine de développement, Mme Ingelham, ambassadeur de Grande-Bretagne au Niger, Mme Nancy Wilfield Field, présidente de GBC Health, et puis Madame Alimata, ou Mademoiselle Alimata, elle a l'air tellement jeune que j'ai du mal à croire qu'elle connaisse Mademoiselle Alimata Dramé, et puis Madame Christine Johnson Agboton du Centre des hautes études défense et de stratégie, et enfin Madame Safietou Diop du réseau Sigil Digeni et représentant de la coalition des organisations de la société civile en Afrique de l'Ouest et du Centre. Bien évidemment, il m'est impossible de faire un résumé exhaustif des propos qui ont été tenus par ces divers intervenants. C'est impossible parce que c'était d'une très grande richesse et donc je vous présente d'emblée mes excuses pour l'espèce de résumé que je vais en faire en sachant que la mémoire est toujours sélective dans ce genre d'opération, comme dit Birago Diop. Lorsqu'elle va chercher du bois mort en forêt, la mémoire revient avec le fagot qu'elle veut. Alors j'accepte, mon résumé sera forcément incomplet. Mais si j'essaie de regrouper les propos entendus de ces 9 intervenants et aussi de ceux qui les ont précédés, je dirais que les préoccupations tournent autour de 4 domaines prioritaires, 4 domaines d'intervention prioritaires. Le premier, c'est certainement la nécessité d'améliorer les cadres macroéconomiques pour que cette question du financement des opérations en matière de développement, de cette problématique du nexus développement, démographie, paix et sécurité, que cette question du financement soit résolue de façon satisfaisante. Parce que ce dont tout le monde convient, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de ressources pour cette problématique et il faut donc trouver le moyen d'assurer, d'accroître les ressources qui sont allouées à cette problématique. Alors, quelques-uns ont suggéré l'annulation de la dette et le transfert des ressources qui seraient ainsi épargnées à cette problématique. D'autres ont évoqué les partenariats publics et privés. Mais ce qui est sûr, c'est que cette problématique fait partie des parents pauvres, des orphelins et des naufragés du financement. Et il faut donc trouver moyen de changer les choses sous cet angle-là. Une des conditions pouvant être peut-être de transformer les lunettes à travers lesquelles on les voit et considérer que l'investissement dans la défense, dans la sécurité, dans la paix est un investissement dans un bien public mondial et non dans un bien privé, ce qui justifierait davantage qu'il y ait plus de ressources. Le second domaine, c'est sans doute tout ce qui concerne l'accès aux ressources productives. Lorsque l'on parle aujourd'hui de la marginalisation ou du manque d'autonomie des femmes et d'autres groupes défavorisés, il est certain que l'accès aux ressources productives que sont la terre, les ressources en eau, les ressources forestières dans certaines zones, l'information qui est de plus en plus une ressource productive, viennent à l'esprit. Il est donc important sans doute de réformer les systèmes qui régissent l'accès à ces ressources de façon à permettre aux groupes défavorisés d'améliorer leur sort en ayant un accès plus juste, plus équitable et plus durable à ces ressources. La question donc des ressources, de la réforme des régimes fonciers, la question de la réforme des codes forestiers, des codes d'accès aux ressources hydrauliques et tout ça, semble quelque chose d'important à garder à l'esprit. Également important à garder à l'esprit est le soutien à l'entrepreneuriat féminin. Pas seulement le type de soutien qu'apporte le gouvernement, mais comment faire en sorte pour que le secteur privé aussi
joue sa partition dans le soutien à l'entrepreneuriat féminin, en sachant que aucune société ne peut se développer en mettant de côté ou en marginalisant les apports et les contributions potentielles de 50% de sa population, ces 50% étant constitués par les femmes. De manière plus générale, l'accroissement de la productivité agricole, qui est globalement très basse, semble aussi quelque chose qui mérite d'être considéré si l'on a le souci de promouvoir l'autonomisation des groupes défavorisés. Le troisième secteur qui paraît important tourne autour de l'accès aux services sociaux. Bien sûr, il faut pour cela développer des systèmes de protection sociale pour les ménages défavorisés et pour les individus défavorisés. Et il y a des expériences en cours qui ont été évoquées pour le Niger avec le soutien de la Grande-Bretagne, etc. Mais de façon plus générale, il faut travailler à promouvoir une égalité sociale plus soutenue, plus durable et une autonomisation des femmes. La question de la santé reproductive revêt à cet égard une certaine importance parce qu'au fond, les handicaps commencent dès le plus jeune âge. La discrimination entre genres commence dès le plus jeune âge et l'accès ou le manque d'accès à des moyens d'assurer la maîtrise de sa fécondité se traduit comme un handicap majeur que l'on traîne après tout au long de la vie. Et donc, s'assurer que l'accès à la santé reproductive, au moyen d'assurer le contrôle de sa santé reproductive, que cet accès est garanti, semble quelque chose, un enjeu de taille. Également important dans ce cadre est la question du mariage des enfants, du mariage précoce, qui annihile nombre d'efforts ou d'investissements qui auront été faits dans l'éducation des filles, par exemple au primaire, mais cet investissement est perdu lorsque le mariage précoce est une pratique répandue, comme c'est le cas dans un certain nombre de pays. Mais même si on améliore sur toutes ces questions, il y a des améliorations, il n'en restera pas moins que, en raison de circonstances indépendantes de la volonté des groupes, il peut y avoir des besoins d'assistance humanitaire, que ce soit par suite d'aléas climatiques ou par suite de guerres ou par suite de troubles politiques. Les besoins en assistance humanitaire ne disparaîtront pas du jour au lendemain et il est essentiel de se doter des moyens d'apporter des réponses urgentes à temps à des besoins humanitaires qui pourraient se faire jour. Le quatrième domaine autour duquel il y a une préoccupation ou des préoccupations qui se dégagent est celui que constituent les problèmes de gouvernance au sens large, au sens de interaction entre l'État et les acteurs non étatiques, que ce soit les acteurs du secteur public ou des acteurs du secteur privé ou des organisations de la société civile. Un des domaines où il semble important de fournir un effort aujourd'hui soutenu par les gouvernements et par les partenaires de la communauté internationale, c'est d'assurer la présence de l'État sur tous les territoires. Parce que nous sommes dans le Sahel, en beaucoup d'endroits dans le Sahel, dans des zones qui sont laissées à l'état de friche étatique. La présence de l'État est minime lorsqu'elle n'est pas totalement nulle. C'est notamment le cas dans les zones périphériques. Et comme par hasard, c'est aussi dans les zones périphériques qu'il y a des mouvements irrédentistes qui se développent. Il y a une corrélation entre le manque d'infrastructures, le manque d'intérêt pour ces zones périphériques et l'accroissement des tendances irrédentistes, etc. Donc, s'assurer de la présence de l'État sur tout le territoire et doter l'État des capacités à assumer ses missions régaliennes semble devoir être une priorité pour la coopération au développement. Mais il ne s'agit pas de n'importe quel État. Il s'agit de donner à l'État les moyens d'être un État stratège. Et un État stratège, ça veut dire un État doté de la capacité, pas seulement de gérer le quotidien, mais de la capacité d'anticiper sur les défis et les enjeux majeurs, parce que gouverner, c'est prévoir d'abord, et donc anticiper sur les enjeux et les défis majeurs, et se donner les moyens de les prévenir.
Donc c'est d'un État de ce type-là qu'on parle, mais c'est également, lorsqu'on parle d'État stratège, on parle d'un État capable d'avoir les moyens d'assurer la coordination entre divers intervenants, de créer un cadre qui permette à divers intervenants de donner le meilleur d'eux-mêmes en fonction de leur mandat, en fonction de leur responsabilité, mais qui crée aussi les conditions qui permettent aux uns et aux autres d'innover. Et pour cela, il faut une certaine flexibilité. La coopération, la coordination ne doit pas être un carcan, mais plutôt la création de mécanismes qui permettent à ceux qui sont concernés de donner le meilleur d'eux-mêmes. Voilà. Mais un État stratège, c'est aussi un État qui est capable de forger des alliances stratégiques. Des alliances stratégiques avec différents groupes. Parce que lorsque l'État n'est pas capable de se forger des alliances stratégiques, il devient autiste, il devient sourd, il n'écoute plus et il ne peut plus entendre les revendications ou les besoins qui viennent des secteurs défavorisés. Donc la capacité de forger des alliances stratégiques est importante et à cet égard, la chefferie traditionnelle a été mentionnée, mais on a aussi mentionné les jeunes, les associations de professionnels, les associations de femmes, etc. Et l'important également pour les partenaires, c'est de ne pas se désengager. Je crois que c'est un message qui a été très clair du côté de la Banque africaine de développement, tout comme de la Banque mondiale. Ce n'est pas parce que le chemin de la coopération est difficile qu'il faut se désengager. Ce n'est pas parce que le travail dans certaines régions périphériques est risqué qu'il faut se désengager. Comme disait Kierkegaard, ce n'est pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui est le chemin. C'est lorsque les conditions sont dures dans certaines régions qu'il faut veiller à être encore plus présent, parce que c'est là qu'on a le plus besoin d'une assistance. Et donc, ne pas se désengager, ça veut dire accepter d'inscrire l'action dans la longue durée et savoir que le développement n'est pas affaire d'un plan ou de 2 plans ou même de 3 plans et que la coopération devrait être affaire de générations. Et l'idée d'un contrat de génération, je crois, devient tout à fait indiquée dans ce cadre. Alors voilà un peu les messages que j'ai entendus, que je crois avoir entendus. Encore une fois, je ne suis pas sûr. Alors, que faire? C'était la dernière question à laquelle il nous était demandé de répondre. Je dirais que, de ce que j'ai entendu, il y a 3 actions qui devraient être prioritaires. Premièrement, il faut poursuivre la réflexion et la recherche. La recherche n'est pas un luxe qui serait réservé aux quelques pays en développement ou à des personnes, à des groupes qui seraient libérés des contingences de la gestion du quotidien. La recherche est un moyen, un instrument au service de la transformation sociale. On ne peut transformer une réalité que pour autant qu'on la comprend. Et pour la comprendre, il faut faire de la recherche et ne pas se contenter des apparences, etc., et des poncifs habituels à propos des réalités sahéliennes. Elles sont beaucoup plus complexes qu'on ne le pense. Alors, il faut donc investir dans la tête, faire en sorte qu'il y ait une pensée africaine sur la problématique qui est posée, qui est celle de la démographie, paix et sécurité, parce que sur cette question, l'Afrique a sans doute des spécificités qu'il convient de mettre en exergue. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est sans doute intensifier le plaidoyer. Et pour intensifier le plaidoyer, il faut arriver à montrer qu'investir encore une fois dans la paix et la sécurité, c'est un investissement utile pour défendre, pour s'assurer que le développement est durable. Ce n'est pas des fleurs que l'on fait à des forces de sécurité, c'est défendre la nation et s'assurer que les conditions d'un progrès durable sont réunies. Comme disait la patronne de GBC, même chose pour la santé. Good health is good business. Il faut montrer qu'investir dans le développement du capital humain est un investissement durable parce que c'est l'investissement le plus sûr à long terme, c'est celui qui n'est jamais perdu. Et puis, la troisième chose, c'est que toutes les activités opérationnelles qui ont été mentionnées,
qu'il s'agisse de l'amélioration du cadre macroéconomique, qu'il s'agisse de l'accès aux ressources productives, ou qu'il s'agisse de l'accès aux ressources à caractère social, ou qu'il s'agisse de la gouvernance, toutes les activités dans ces différents domaines doivent être amplifiées, et l'amplification doit se faire avec un sentiment d'urgence. Le directeur régional disait que 2030, c'est dans 10 ans. En réalité, 2030, c'est aujourd'hui, parce que les problèmes de 2030, ils sont en germe aujourd'hui, et les millions de gens qui ne trouveront pas d'emploi en 2030, ils sont déjà nés. Donc, il faut agir avec le sentiment de l'urgence. Demain, c'est déjà aujourd'hui. Et il faut agir aussi avec la conviction que les problèmes du Sahel sont les problèmes du monde. L'insécurité dans le Sahel ne peut pas ne pas affecter le monde, à commencer par ceux qui sont les voisins immédiats du Sahel, que sont les pays maghrébins et la Méditerranée, dont on est séparé que par quelques longueurs, quelques kilomètres. Ensuite, il faut sans doute avancer avec la volonté de faire du partenariat, qui est d'ailleurs un des objectifs du développement durable, je crois l'objectif 17, avec la volonté de faire du partenariat non pas un temps dans la vie des projets, mais une dimension transversale de l'action de développement et du processus de développement. Et puis enfin, la volonté de redonner du sens, pour reprendre les termes de Alioune, le sens étant compris comme signification, mais également comme direction. Il faut se poser la question de savoir qu'est-ce que le développement? Est-ce que c'est la croissance? Bien sûr que non. Est-ce que c'est la liberté? Comme le dit Amartya Sen, on ne peut pas ne pas se poser la question de savoir de quoi est-ce que le développement est le nom, et on ne peut pas ne pas se poser la question de la direction vers laquelle on veut aller. Il y a donc cette éthique du futur qui se trouve convoquée par la question du sens. Et enfin, tout cela suppose de l'audace et de l'audace encore, y compris l'audace pour être un dissident sur le plan intellectuel, parce que tous ceux qui ont innové ont été des dissidents, et tous les prophètes ont été des dissidents. Alors vous qui faites acte de travail de pionnier, n'hésitez pas à être dissident. Merci.